J'ai rencontré individuellement l'ensemble des parties prenantes. Et c'est sur la base de leur accord, de leur adhésion sans réserve à l'initiative que nous avons dans un premier temps convoqué une réunion de plénipotentiaires envoyés par ces mêmes parties prenantes. Tous les candidats que j'ai rencontrés, toutes les parties prenantes. C'est après ça qu'on a fait le lancement officiel de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections. Donc c'était un processus logique. La présence de l'ensemble des leaders, des candidats, est la suite logique du processus qui l'a précédé. J'en profite pour les remercier tous de la confiance qu'ils m'ont accordée, qui a rendu possible cette rencontre. Nous avons fait un certain nombre de constats. Je vais revenir sur le contenu des discussions que j'ai eues avec les différentes parties prenantes que j'ai rencontrées, les différents candidats. Je leur ai exposé les inquiétudes qui résultaient d'une observation fine que j'ai faite de la situation, qui m'ont permis d'identifier un certain nombre de faits, qui, dissociés, n'ont pas l'air significatifs, mais mis ensemble révèlent un puzzle, font sortir une image d'un projet de hold-up électoral. Je peux les reprendre très rapidement. La loi sur les communications numériques, dont la vocation est de contrôler d'une certaine manière Internet, est une loi qui est liberticide. La vocation de cette loi, c'est d'avoir une mainmise sur les réseaux sociaux. Quand on sait l'importance des réseaux sociaux dans le jeu démocratique, on peut facilement s'imaginer l'intention sous-jacente d'une telle loi à la veille d'échéance électorale. Parce qu'il y a deux acteurs principaux qui utilisent les réseaux sociaux, ce sont les citoyens. Les réseaux sociaux ont joué comme un facteur de capacitation, c'est-à-dire ont permis à des citoyens qui, avant ne participaient pas au jeu démocratique, d'être des acteurs du jeu démocratique. Les réseaux sociaux ont permis aussi à des acteurs sociaux et politiques de pouvoir travailler en se passant de la presse conventionnelle. Donc, vouloir contrôler les réseaux sociaux et donner le pouvoir de contrôle à l'ARTP, qui, je le rappelle, est dirigé par un membre de la direction du parti au pouvoir, ce n'est pas banal. Le deuxième point, c'est la presse publique. Toute la presse publique est verrouillée avec des directeurs qui sont des responsables du parti au pouvoir, RTS, Soleil, APS. Pour avoir la main mise sur les médias privés, on a mis à la tête du CNRA quelqu'un qui est connu pour sa docilité au régime en place, depuis Abdou Diouf, Babacar Diagne. Ça c'est un troisième point. Un autre point, c'est l'acquisition, à la veille d'élections, d'équipements anti-émeutes, que rien ne justifie. Parce que nous n'avons pas une population spécialement belliqueuse. Mais pourquoi, à la veille d'une élection, on va s'équiper d'équipements de pointe anti-émeutes, alors que dans le même temps, nous avons des difficultés au niveau des finances publiques qui font que 40 000 jeunes Sénégalais sont dans la rue parce que l'État n'a pas payé les instituts privés. Et que des jeunes étudiants sénégalais à Thiès sont obligés de mendier pour se nourrir. Ça, c'est un autre point. Un autre point, c'est le dévoiement du parrainage, qui est passé d'un instrument de mesure, de représentativité à un instrument de blocage de candidature. Et un instrument de mesure de l'influence des composantes de la majorité présidentielle. C'est totalement dévoyé, avec tous les effets pervers associés. Corruption, rétention de cartes, escroquerie politique, notamment aux gens à qui on demande de donner leur carte en leur promettant des financements. Ça, c'est un autre point. Si vous ajoutez la question des cartes d'électeurs, jusqu'à présent, c'est une nébuleuse. La dernière référence que nous avons, c'est les élections législatives, c'est 1 500 000 Sénégalais sans carte. On va vers des élections, on n'a aucune étude indépendante établissant que tous les Sénégalais qui ont le droit de recevoir leur carte l'ont reçu. Ça, c'est une question fondamentale parce que le vote, c'est d'abord l'exercice du droit des citoyens. On ne peut pas aller à des élections sans avoir la certitude que tous les Sénégalais ont reçu leur carte. Et ce qui est inquiétant, c'est que, comme par hasard, dans des régions qui sont supposées favorables aux candidats sortants, le taux de distribution des cartes est très élevé. Dans les autres régions, comme par exemple Dakar, Thiès, Diourbel, Touba, les taux sont les plus bas. Dans des régions où on considère que peut-être l'électorat n'est pas très favorable au président. Donc ce type de calcul montre aussi qu'il y a quelque chose qui est recherché par cette démarche.
nous allons nous donner les moyens de nos ambitions. Déjà, il y a un premier acte très important qui a été posé aussitôt après le lancement de la plateforme. C'est la mise en ligne d'une application permettant de recenser les électeurs qui ont des problèmes de carte, c'est-à-dire les électeurs qui sont inscrits qui n'ont pas reçu leur carte, les électeurs qui sont inscrits qui n'ont pas reçu des cartes conformes. C'est déjà en ligne, ça a été mis en ligne dès le lendemain du lancement. Et ça, c'est déjà un acte très clair, parce que nous voulons cerner ce chiffre noir. Combien de Sénégalais ont un problème avec des cartes d'électeurs? Ou des Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur, ou qui ont reçu des cartes d'électeurs non conformes. Parce que je le rappelle, il y a des Sénégalais inscrits qui ont reçu des cartes sur lesquelles il est mentionné non inscrits sur le fichier électoral. On veut recenser tous ces Sénégalais. Sortir ce chiffre, parce que c'est très important de documenter ces chiffres. Et c'est sur la base de ce chiffre que nous allons interpeller les autorités pour régler ce problème qui est un problème fondamental. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à l'audit qui a été réalisé. On a réalisé un audit sur c'est la mission d'audit sur le fichier électoral qui a été publié au mois de février. Cet audit révèle quand même plus d'1,5 million de Sénégalais étaient dépourvus de carte de vote au mois de législative. Et révèle beaucoup de dysfonctionnements. Et cet audit fait 38 recommandations, propose 38 mesures correctives pour aller aux élections dans des conditions à peu près normales. Mais nous allons travailler pour que les bailleurs qui ont financé cet audit mettent en place d'autres ressources pour faire un audit de contrôle. Parce que si on audite, c'est comme quelqu'un qui est malade. Vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Il fait un diagnostic, il vous donne des médicaments. Mais vous devez retourner pour faire un examen de contrôle. C'est la même chose. C'est ce que nous proposons. Ça, c'est le deuxième point. Et dès demain, nous commençons à mettre en place les pôles de compétences. Nous avons 6 pôles de compétences. Le premier pôle de compétences, c'est l'expertise électorale, qui va avoir tout de suite du travail, parce que, comme vous le savez, l'État est en train de tripatouiller la carte électorale. Donc nous allons très rapidement positionner la pause sur la question de la carte électorale. Le deuxième pôle de compétences, c'est le pôle système d'information, qui a commencé son travail avec cette plateforme en ligne, cette application en ligne. Le troisième pôle, c'est le pôle communication. Nous allons travailler à sensibiliser les populations pour leur faire comprendre que cette élection n'est pas une affaire de candidats. C'est l'exercice d'abord du droit des citoyens. Et que l'exigence d'élections transparentes, qui sont la condition sine qua non de la paix et de la stabilité sociale, concerne les citoyens individuellement. Et nous voulons que chaque citoyen sénégalais s'approprie cet engagement et s'engage dans la défense, dans la sécurisation de cette élection, non pas pour tel candidat ou tel autre candidat, mais dans l'intérêt du Sénégal. Parce que des élections transparentes qui nous garantissent la paix et la stabilité sociale, c'est l'intérêt du Sénégal. Ce n'est pas l'intérêt du candidat X ou du candidat Y. Donc nous avons beaucoup de travail de communication à faire de ce point de vue. Il y a un pôle sensibilisation et formation, parce que nous allons travailler à mutualiser les ressources pour former tous les Sénégalais que nous allons placer pour le compte des candidats dans le bureau de vote, pour la surveillance du processus électoral. Il va falloir faire du travail de sensibilisation et de formation, sur la base d'un appel à volontariat citoyen. Nous allons faire un appel à volontariat citoyen, parce que cette plateforme n'est pas seulement la plateforme des candidats. Nous allons inviter tous les Sénégalais qui sont épris de démocratie et qui sont attachés à des élections transparentes à venir apporter leur contribution. Nous sommes un organe indépendant. Nous devons quand même dire que nous avons quand même constaté une certaine passivité de la Sénat, qui est officiellement chargé de superviser les élections. Si nous nous sommes engagés à la sécurisation des élections, c'est que nous avons estimé que les entités existantes ne garantissent pas la sécurisation des élections. Et je suis d'autant plus inquiet que j'ai entendu le président, mon grand frère, président de la Sénat, dire qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter de la transparence des élections. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Nous avons fait des constats objectifs des faits qui montrent qu'il y a des raisons de s'inquiéter du résultat des élections. Pardon, du processus électoral. Parce qu'aujourd'hui, les réponses appropriées ne sont pas données. Quelle réponse l'État donne sur la question des cartes d'électeurs?
pourquoi l'État biaise sur la question de l'accès au fichier électoral par les partis d'opposition, comme la loi leur reconnaît le droit. Pourquoi l'État biaise? La loi, dans l'article L48 du Code électoral, dit clairement que les partis d'opposition légalement constitués ont droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier électoral. On leur laisse exercer ce droit. Pourquoi l'État biaise sur cette question? Aujourd'hui, une question aussi qui n'est pas rassurante, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question de la carte électorale. Nous craignons des tripatouillages à 2 mois des élections, parce que, compte tenu de la modification, beaucoup de Sénégalais vont être obligés d'aller, de changer leur carte d'électeur. Qu'est-ce que ça va donner? Déjà, la situation antérieure n'est pas réglée de manière satisfaisante. On va ajouter un autre problème lié à la modification de la carte électorale. Nous n'avons aucune inquiétude. Il fait son travail, nous faisons ce que nous estimons devoir faire. Le ministère de l'Intérieur a mis en place une plateforme permettant à chaque citoyen de vérifier s'il est inscrit ou pas sur les listes électorales. C'est bien. Par contre, comme je viens de le dire, le ministre de l'Intérieur biaise quant au droit des partis politiques légalement constitués d'exercer le droit qui leur est reconnu par l'article L48. Droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier électoral. Cette revendication n'est pas satisfaite. Nous avons posé un certain nombre de faits. Il ne s'agit pas seulement du fichier. Nous avons aligné un certain nombre de faits sur lesquels, jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucune réponse. Il ne suffit pas de dire globalement, comme on le dit du côté du pouvoir, aujourd'hui, il n'est plus possible de truquer des élections. Mais les dernières élections sont les élections les plus calamiteuses jamais organisées. Ça date de juillet 2017. Comment peut-on nous dire qu'on ne peut pas truquer les élections, tripatouiller les élections, après ce qu'on a vu en juillet 2017? Ce qui s'est passé à Touba. Le tripatouillage avec les réquisitions qui ont permis de basculer l'élection à Dakar. C'est le tripatouillage sur les réquisitions qui a permis de faire basculer l'élection et de faire obtenir les 7 députés à la majorité présidentielle. Donc on arrête. On est tous au Sénégal, on sait ce qui se passe. Les bourrages d'urnes existent. C'était le cas au référendum. Donc on arrête de vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Je n'ai pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'allons pas nous laisser divertir. Il n'y a aucune observation sérieuse qui a été formulée. Nous n'allons pas répondre à des banalités. Si on veut nous interpeller sur des questions, si on veut répondre à ce qu'on a dit est public, qu'on réponde sur tous les points qu'on a soulevés, qui sont des points objectifs. A-t-on modifié la loi sur les réseaux sociaux? Pourquoi à quelques encablures de l'élection présidentielle? Est-ce qu'aujourd'hui, il est normal qu'à la veille d'élection, l'ensemble des médias publics soient aux mains du parti au pouvoir? Pourquoi a-t-on mis à la tête du CNRA quelqu'un dont on connaît la docilité par rapport au régime en place? Pourquoi à la veille d'élection a-t-on acheté des équipements anti-émeutes? Pourquoi on a dévoyé le système de parrainage avec tous les effets associés en termes de corruption? Quelle est la situation des cartes d'électeurs par référence au rapport de la mission du fichier électoral? Pourquoi a-t-on allongé l'âge de la retraite des magistrats qui sont à la tête des juridictions qui jouent un rôle déterminant dans les élections? Pourquoi a-t-on maintenu le directeur de l'automatisation du fichier à sa place alors qu'il est à la retraite depuis... Il doit être à la retraite depuis 2015. C'est ça les bonnes questions. Maintenant, ironiser sur oui, ils sont en pause, nous avançons. On ne va pas nous faire perdre du temps. Ça, c'est pas sérieux. Parce que j'estime que j'ai mieux à faire. J'estime que je peux être plus utile à ce pays en me positionnant dans la sécurisation des élections. Parce que sans élections sécurisées, il ne peut pas y avoir de bonnes élections. Ça ne sert à rien d'être candidat
perdre son temps dans des élections truquées, faire face à un hold-up et n'avoir que ses yeux pour pleurer. J'ai identifié tous les risques qui me laissent penser que ces élections, si on ne prend pas garde, feront l'objet d'un hold-up. Et j'estime qu'aujourd'hui, je suis plus utile dans ce rôle que d'être un candidat parmi d'autres candidats. Voilà. Je ne cherche pas une nouvelle santé politique. Ce que je fais là, vous êtes peut-être trop jeune pour le savoir, en 2000 déjà on le faisait. On a fait l'intercession qui a permis, entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui a permis un audit du fichier électoral sous la supervision de la société civile et qui a permis d'aller aux élections. En 2011, j'étais encore engagé dans la dynamique qui a conduit à la chute du président Abdoulaye Wade. Donc je suis dans... ce que je fais là n'est pas neuf, n'est pas nouveau. Ça fait 25 ans que je suis engagé pour la défense de la démocratie et de la transparence. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau que je fais. Et moi, je n'ai pas de vocation politique. Je ne me donne pas de vocation politique. Vous êtes là dans mon bureau, moi je travaille. Je suis un professionnel. Depuis 35 ans, je gagne ma vie avec mon métier. Contrairement à la très grande majorité des gens qui sont aujourd'hui du côté du pouvoir, qui vivent que de la politique. Alors eux n'ont rien à dire. Parce que sans la politique, il n'existe pas. Moi, je travaille. Et si je me bats, c'est parce qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on change de paradigme. Que la politique ne soit plus un moyen de promotion sociale. Qu'il n'y ait plus de Sénégalais qui fassent de la politique leur métier. C'est pour ça que je me bats depuis 25 ans. Et c'est pour ça que je continue de me battre. Eux sont très mal placés pour donner des leçons. Ce n'est pas un premier échec. Ils sont d'accord sur la démarche. Qu'est-ce que dit le porte-parole? Nous ne boycottons pas. Nous avions d'autres occupations, on avait un problème de disponibilité. M. Lamine Ba du PDS dit exactement la même chose. Que nous soutenons cette action. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je me satisfais de ces réponses. Je ne vais pas chercher plus loin que ça. Je demande aux citoyens sénégalais de se mobiliser. Ils doivent être conscients que ces élections sont leur affaire d'abord. La mobilisation pour la sécurisation des élections, ce n'est ni au bénéfice de X ou de Y. L'objectif de ce projet de sécurisation, c'est de nous garantir des élections transparentes pour qu'au soir du 24 février, les résultats qui sortent des urnes reflètent de manière fidèle l'expression du suffrage des citoyens. Et c'est la condition sine qua non pour maintenir la paix et la stabilité sociale de notre pays qui constitue sa richesse. Donc chaque citoyen doit s'engager dans ce projet, ne serait-ce que pour que les élections transparentes nous maintiennent notre stabilité et notre paix sociale, qui sont notre principale richesse et qui concernent chaque citoyen. Donc j'invite tous les Sénégalais à prendre conscience de ça et à s'engager pour la transparence des élections.